quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David aka Flash, you already know. Ferdinand a été fait encore une nouvelle sortie sur la situation sociale, les inondations, situation des policiers, des SR, tout, un peu de tout. Il a parlé un peu de tout. Donc, j'aimerais vous faire suivre l'intégralité de la vidéo. Et merci de liker la vidéo, abonnez-vous et partagez. On est ensemble. Et les difficultés de nos mamans au grand marché. Alors, vous savez que depuis 2012 que les marchés ont brûlé, la plupart de nos sœurs, de nos mamans ont perdu de leurs activités. Leur fonds de commerce est parti, il y en a qui sont ruinés, certains ont fait des crises, ils sont décédés. Et l'État n'a véritablement pas accompagné ces femmes-là. Alors que c'est ces femmes-là qui ont fait pendant longtemps la fierté du Togo, qui ont tenu des banques. C'est avec leur argent qu'on a tenu des banques comme la BTD, l'UTD, la BTC. Ce sont l'argent de ces femmes-là. Et le Togo était une destination pour toute la région et même au-delà, à cause de cette particularité des Nana Benz. Mais on a comme l'impression que il y a des individus qui ont décidé de détruire ce secteur-là, de neutraliser ces femmes-là et de faire monter d'autres personnes dans le pays pour contrôler le marché. En tout cas, c'est une impression. Et donc, les femmes ont été abandonnées. Celles qui sont décédées. Certaines sont fatiguées, leurs enfants pour la relève. Et une fois que les marchés ont brûlé, nos frères sahéliens qui sont dans le grand marché, qui sont aujourd'hui ceux qui contrôlent le marché, ont commencé eux-mêmes à aller à la source pour aller se ravitailler. Avant, ce sont nos mamans, nos soeurs qui allaient à la source. Donc, eux, ils ont commencé par aller à la source parce que nos mamans n'avaient plus d'argent. Donc, eux, ils ont commencé par aller à la source. Et c'est comme ça que petit à petit, ils ont commencé par détrôner nos soeurs, à prendre leur place dans le marché, à les commander des pagnes qu'ils ne commandaient pas avant, à les commander des marchandises qu'ils ne commandaient pas avant. Donc, ils sont devenus des grands grossistes. Et on espérait que la reconstruction du marché va être rapide. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore effectif. Alors, depuis un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que, depuis que cette destination du Togo n'est plus vraiment prisée, les gens du Sahel qui venaient se ravitailler chez nous ne viennent plus parce que leurs frais sont à Lomé, donc ils leur envoient directement les marchandises. Donc un manque à gagner énorme pour nos mamans et nos sœurs dans le marché. Donc tous les clients du Sahel ne viennent plus au grand marché de Lomé parce qu'ils ont leurs frères qui leur envoient la marchandise. Ensuite, les gens de l'Afrique centrale qui venaient, les gens venaient de la Centrafrique, du Gabon, du Congo, pour venir se ravitailler en pagne au Togo. Ils ne viennent plus. Les Béninois venaient avant, ils ne viennent plus. Les gens du Nigeria, ils ne viennent plus. Pourquoi les Béninois ne venaient pas? Eux aussi, ils se sont... parce que eux, c'est vrai qu'il y a certains nanabins du Togo qui se sont délocalisés au Bénin. J'en connais certains qui ont construit des grands immeubles au Bénin. Mais le Togo était la référence. Et les Béninois envoyaient chez nous les produits, des bijoux, tout ça. Mais, à un moment donné, les Béninois ont pris aussi leur autonomie. Et le Nigeria qui venait encore, il y a quelques années, Talon a mis une barrière. Talon a dit... malgré que nous sommes dans une communauté économique comme l'UEMOA, la CEDEAO, il y a la libre circulation des marchandises, Talon a dit, si des gens quittent le Nigeria, s'il y a des choses au Nigeria, s'il y a des marchandises qui peuvent trouver au Bénin, ce n'est pas la peine qu'ils traversent le Bénin pour venir les chercher au Togo. Donc il a mis une barrière. Donc les gens, les clients du Nigeria, ils ne viennent plus à Lomé, ils s'arrêtent à Cotonou. Et maintenant, il restait les Ghanéens. Mais depuis quelque temps, la monnaie du Ghana s'est effondrée. La monnaie du Ghana s'est totalement effondrée. Donc, comme la monnaie du Ghana s'est effondrée, les clients ne viennent plus.
Parce que, comme ils ont une monnaie qui n'est plus solide, s'ils doivent venir acheter un truc à 1000 francs au Togo, ils vont peut-être l'acheter à 3000 francs. Donc, ils perdent. Donc, les clients gagnants ne viennent plus. Donc, à l'heure où nous parlons, nous avons nos soeurs, nos mamans, nos grands soeurs qui sont dans le marché avec leurs marchandises pleines dans les magasins. Elles ne vendent plus. Mais elles sont harcelées régulièrement par les impôts. Elles ont fait des commandes, il y a des choses qui sont dans les magasins, elles ne coulent plus les marchandises. Mais elles sont harcelées par les impôts. J'ai des sœurs qui sont au grand marché. Donc, on a plein de gens qui sont au grand marché, qui ont plein de marchandises dans le magasin. Des pagnes et tout. Personne ne vient. Et donc, je ne peux pas comprendre que les gens qui viennent prélever les impôts, ils doivent avoir des systèmes d'alerte, un système de sondage pour savoir si le marché tourne bien, si le marché ne tourne pas bien. Eux, ils viennent juste prélever les impôts et puis ils repartent. Mais il se fait que les femmes ne vendent plus. Alors, que fait le ministère du Commerce? Qu'est-ce que fait le ministère du Commerce? Quelqu'un me disait que 1-0 pour le Congo. Je vous ai dit que votre équipe là n'ira nulle part. Que font les ministères concernés? Pourquoi les ministères du Commerce, le ministère des Finances, ils ne font pas des réunions avec les commerçants, les Togolaises? Parce que nous avons l'obligation d'être patriotes. Les autres ne permettent pas qu'on rentre dans leur marché comme ça. Pourquoi nous on permet que dans notre pays, tous les secteurs les plus sensibles soient contrôlés par les étrangers? Au détriment de nos soeurs, de nos frères. Pourquoi on permet ça? Donc, dans un pays normal, le ministère du Commerce, prioritairement, plus le ministère des Finances, doivent faire une réunion avec les commerçants et les commerçantes pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils ont dans les marchés, comment on peut juguler tout ça. Est-ce que l'État a, par exemple, une banque ou des crédits pour aider les gens à se relever? Ou bien être ministre du Commerce au Togo, c'est juste sortir des communiqués pour justifier pourquoi il n'y a pas l'électricité, aller dans les conférences, être dans les classes à faire, tout ça, c'est tout. Il y a une chambre du commerce qui est là, elle fait quoi? Elle est en administration provisoire depuis 6 ans ou 7 ans, avec des gens qui détournent des centaines de millions à la chambre du commerce. Pourquoi il n'y a pas une réflexion? Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que les nanabès disparaissent. Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que dans notre pays, une certaine classe qui s'est fait de l'argent sur des années disparaisse. Donc tout ça ne leur dit rien. Au contraire, ils sont contents que les femmes traversent des difficultés, qu'elles ferment leurs magasins, qu'elles arrêtent de vendre et que ce soit les étrangers qui prennent le contrôle. Donc, moi, je voudrais interpeller les autorités. Allez au grand marché là-bas. Les ministres qui sont dans les bureaux climatisés là, sortez de vos bureaux. Allez au grand marché. Allez parler avec les femmes. Allez parler avec les commerçants togolais. Demandez-leur qu'est-ce qui ne va pas et trouvez des solutions. C'est pour ça que vous êtes payés. Vous n'êtes pas des ministres pour vous promener dans le monde, dans les conférences. Vous êtes ministres pour régler les problèmes des Togolais. Même si vous truquez les élections, c'est vous qui êtes là pour le moment. Donc vous devez travailler. C'est vous qui êtes là, vous devez travailler. Vous devez travailler parce que vous êtes payé par le contribuable. Donc cette situation qui prévaut au grand marché est une préoccupation dont je tenais à l'aborder aussi. Et puis à aborder aussi le fait qu'il y a nos agents de l'OTR qui
qui de temps en temps poursuivent des gens qui achètent légalement des marchandises et qui les font rentrer au Togo et leur infligent des amendes énormes. Des gens qui font rentrer des choses du Ghana légalement, après on les arrête en chemin, on leur inflige encore des amendes. Des gens qui font rentrer des choses du Bénin, on les arrête, on les inflige des amendes alors qu'ils ont déjà dédouané ça. C'est pas normal. Il faut qu'on arrête avec tout ça. Donc voilà ce que je voulais dire, en tout cas, de façon sommaire. Peut-être je reviendrai là-dessus dans un autre direct, sur ce qui se passe au grand marché de Lomé. L'ambiance est très morose et nos sœurs ont le moral dans les chaussettes. Nos sœurs ont le moral dans les chaussettes, tout en sachant que derrière, beaucoup ont pris des crédits dans les banques pour aller dans les marchés et tout ça. Donc elles sont harcelées aussi par les banques. Donc il faut qu'à un moment donné, les autorités réagissent. Voilà ce que je voulais dire sur la question du marché. Maintenant, je vais attaquer la DSR. Vous savez, avant de parler de la DSR, il faut quand même rendre hommage à nos policiers. Ceux qui sont souvent sur les routes, qui régulent la circulation, ceux qui traquent les voleurs, ceux qui veillent sur les biens des personnes. Il faut les féliciter parce que la police au Togo, c'est le parent pauvre des forces de sécurité. Ils n'ont pratiquement pas de commissariat construit, ils sont en location, ils sont dans des locaux assez exigus. Quand on était jeune, on voyait bien que la police était bien dotée, il y avait des motards, il y avait des véhicules pour les commissaires avec des gyrophares, il y avait un peu de tout. Mais depuis pratiquement 30 ans, la police est dépouillée de tout, ils n'ont pas grand-chose. Donc ces gens travaillent dans des conditions difficiles, mais aussi avec des salaires un peu difficiles. Des salaires pas assez conséquents. Parfois, ceux qui régulent la situation très tôt le matin, déjà à 5h30, ils sont là, ils sont dans les grands carrefours où les feux tricolores ne travaillent pas bien. Ils régulent la circulation jusqu'à 8h avant d'aller se reposer. Le soir, ils sont là jusqu'à 20h. Ils font face à l'incivisme des usagers. Il y a des éclats de voix. Donc, c'est des gens qui travaillent. Donc, nous sommes vraiment... ils sont à féliciter. Quand quelque chose se fait, il faut dire c'est bon. En même temps, il y a certaines choses qui se font qui ne sont pas vraiment catholiques, qui nécessitent qu'on interpelle les autorités. Je suis de ceux qui pensent que la sécurité routière par rapport au nombre d'accidents et de morts que nous avons doit être gérée avec beaucoup de rigueur. Les gens qui conduisent par défaut de permis, défaut d'assurance, avec des véhicules qui ne tiennent pas, et les gens qui conduisent en état d'ébriété, ces gens-là, quand on les arrête, il faut les amender. Ça, je suis entièrement d'accord. On ne peut pas encourager l'incivisme. Mais, depuis un certain temps, la DSR, c'est la division de la sécurité routière, je pense que c'est comme ça qu'elle se définit, qui a la charge de la sécurité routière. Ils font dans l'excès. Et ils ont pris les habitudes des autres policiers. Vous savez que au grand marché de Lomé, il y a une catégorie de policiers, vous les trouvez au grand marché de Lomé, dans les diverses stations, c'est-à-dire, vous en avez certains qui sont à Orlando, donc qui couvrent la station qui part vers Aného, tout ça, au Bénin. Vous avez certains qui sont vers la BIA, qui couvrent les stations qui partent vers la Jidogomé, et vous avez d'autres qui sont, je ne sais où, qui couvrent les stations qui partent vers le lycée de Tokoué, à Goué, tout ça. Ces policiers qui restent souvent au grand marché, ils ont une petite feuille à la main et des bics. Et chaque matin, ils donnent des codes aux chauffeurs. Chaque jour, il y a un code. On donne aux chauffeurs. Et le chauffeur, quand il paye, quand il va trouver d'autres policiers en chemin, quand il donne le code, on le laisse passer. Mais quand on l'arrête en chemin et qu'il n'a pas le code, on sait qu'il n'a pas payé. On le prend, on lui pique de l'argent. C'est une corruption à ciel ouvert que nous tous nous observons à Lomé. Mais personne ne dit rien.
C'est une corruption qui est là à ciel ouvert, dont est responsable la police. Donc, ils ont un code. Chaque matin, il y a un code. Alpha, bêta, je ne sais pas quoi, ils ont des codes. En tout cas, chaque matin, il y a un code qu'on donne au chauffeur. Celui qui paye, il a le code, il passe. Celui qui ne paye pas, on l'arrête en chemin parce qu'il n'a pas le code. Donc, cet argent qu'on ramasse chaque jour, personne ne sait ce que ça devient. C'est devenu pratiquement une tontine journalière. Les policiers, là, tu les vois, ils sont dans le grand marché et ils marchent. Ils sont parfois sales. Ils ont la sueur dans leur treillis. Ils se promènent entre les voitures. Ils cochent les chiffres sur leur papier comme s'ils faisaient les forecasts de Londopool. Et donc, ils cotisent l'argent. Et ils passent le message à leurs collègues qui sont sur les routes. Donc, quand tu as le code, tu passes. Peut-être le soir, la rançon, on fait un point, on fait le point de la rançon au chef. Le chef prend sa part, il donne le reste à ceux qui vont à la chasse. Et ça continue. Ça, c'est la corruption. Maintenant, la DSR est en train de faire aussi ça. Et ça, c'est dommage. Parce que la DSR est devenue maintenant comme un péage bis. Déjà que Lomé est étouffé de péage. Lomé est ceinturé de péage. Donc, péage sur la route d'Anéron, péage sur la route de Tagblé, péage à Déticopé, ou je ne sais pas si c'est Davier, péage à Mouepé. Donc, Lomé est ceinturé de péage. Maintenant, en quittant Lomé, vous avez aussi d'autres péages. Donc, l'usager de la route dépense déjà énormément pour les péages. Quand on sait aussi qu'au Togo, les gens qui conduisent les motos aussi paient les péages. Sauf les gens de vélo. Peut-être bientôt les piétons vont payer. Donc, les gens de la DSR, depuis un certain temps, ne s'occupent plus seulement de vérifier si vous avez un permis en règle, si vous avez une assurance, si vous n'êtes pas en état d'ébriété, si votre véhicule se porte bien, les roues sont à leur place, il y a les phares et tout ça. Ils raquettent systématiquement les usagers. Déjà que la manière dont ils sont sur le goudron, ça crée déjà l'insécurité. Vous les voyez comme ça, et nombreux sur la route, en train d'arrêter les voitures en désordre. Si vous ne faites pas attention au volant, vous allez provoquer un accident. Et le cas le plus flagrant, c'est le cas de Anéron. Quand vous voyez les gens de la DSR, au niveau de... là où il reste souvent, là, l'usine de fabrication des produits cosmétiques, là, entre la raffinerie et l'usine, je pense que l'usine doit s'appeler Dodo Cosmétique. Je pense que c'est ça, l'usine doit s'appeler Dodo Cosmétique. Donc, vous les voyez devant l'usine là-bas, ils arrêtent les véhicules en pagaille. Au point même de créer des embouteillages et parfois un accident. Mais leur responsabilité, c'est la sécurité routière. Il faut qu'on en arrive à des méthodes modernes. C'est vrai que partout, même en Europe, partout, on déverse des policiers. Il y a un policier belge qui est très célèbre, qui a un compte sur Internet, un compte YouTube et tout ça sur Internet que les gens suivent. Un policier belge très sympathique, je pense qu'il s'appelle Caïs ou quelque chose comme ça, et dont sa manière de se comporter en arrêtant les usagers est extraordinairement appréciée de par le monde. Mais chez nous, les gens de la DSR, ils prennent d'assaut la route, ils ne laissent aucun espace, alors que parfois, il y a des gens qui viennent en vitesse. Ils se retrouvent dans des situations inconfortables. Et de plus en plus de gens se plaignent qu'on leur prend de l'argent. On ne se contente plus de vérifier les assurances, les permis. Si le conducteur est en état d'ébriété, on prend systématiquement de l'argent. Eux aussi, ils ont mettra les côtes. Nous sommes d'accord qu'on ne peut pas éliminer la corruption totalement dans notre pays. Ça, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que, bon, qu'on le veuille ou pas, certains vont toujours arrondir leur fin du mois parce qu'ils sont mal payés. Mais tout ce qui est excessif est nuisible. Donc, je voudrais interpeller le ministre de la Sécurité, le directeur de la police, pour recadrer la DSR. Il faut recadrer les sorties de la DSR. D'abord, on ne sait pas pourquoi ils doivent être là tous les jours.
Et en plus, ce qui est grave, quand on vous voit dans un véhicule avec une plaque d'immatriculation étrangère, là, c'est le bonus pour eux. C'est le bonus pour eux. Dès que vous avez une plaque d'immatriculation ghanéenne, burkinabé, Niger, béninois, c'est le bonus pour eux. Vous êtes déjà pour eux suspect. Donc, il y a un contrôle au faciès. Alors que Togo, Bénin, Ghana, nous sommes le même pays. Il y a des Togolais qui vivent au Bénin le week-end de rentrée à Lomé. Il y a des Togolais qui vivent au Ghana le week-end de rentrée à Lomé. Dès que vous vérifiez le permis, tout ça, vous les laissez passer. Donc, on perd le temps aux gens, on les harcèle, on demande de l'argent de partout. Non, il faut quand même arrêter. Parce que l'image que renvoie notre pays, c'est l'image d'un pays où tous les secteurs sont corrompus. Tous les secteurs sont corrompus. Et les policiers qui doivent réguler la circulation, c'est eux qui prennent les sous aux gens. Donc, le directeur de la police, parce que tout l'argent, moi je suis d'accord que si quelqu'un conduit en état d'ébriété, si quelqu'un conduit sans permis, on peut même lui infliger 50 000 francs, à condition qu'on lui donne un reçu et qu'il aille payer son amende au commissariat ou au trésor. Moi je suis d'accord. Mais demander de l'argent aux gens sans aucun papier et régulièrement, c'est pas normal. Donc la DSR est devenue le nouveau péage dans notre pays. Vous traversez le péage normal, vous devez traverser le péage de la DSR maintenant. Que ce soit autour de Lomé ou à l'intérieur du pays. Et quand on ramasse tout cet argent, je ne sais pas si ce qu'ils prennent sans traçabilité, ça va au trésor. Il y a un sketch camerounais, un Camerounais comédien, qui voulait dénoncer la corruption des agents de sécurité dans son pays. Un policier lui a pris de l'argent, je pense que c'est 500 francs. Après, il est revenu lui dire que, mais il a commis une erreur, l'argent qu'il lui a donné, il a commis une erreur parce qu'il voulait récupérer l'argent. Le policier dit non, il dit, mais l'argent là, qu'il lui a donné, en fait, il a fait un sacrifice avec l'argent, donc celui qui prend l'argent devait mourir. Le policier s'est empressé de lui retourner les 500. Donc, il faut arrêter ça. Même si vous voulez manger un peu là, il faut arrêter l'excès. Il faut arrêter l'excès. Les gens en parlent, même des étrangers qui viennent chez nous en parlent. Ils sont fatigués. Vous traversez la frontière au Bénin. Talon à dégager tous les policiers, tous les militaires, tous ceux qui harcèlent les gens sur la route, tout ça là. Les syndicats. Voilà des gens qui sont sur la route, qui cotisent l'argent, personne ne sait ce qu'ils font. Après, ils se bagarrent à la justice. Tous ces gens-là, il faut les dégager sur les routes. Il faut contrôler il faut contrôler la circulation, d'accord. Il faut contrôler les véhicules qui circulent, d'accord. Il faut contrôler les camions, d'accord. Mais il faut arrêter d'harceler les gens. Il faut arrêter d'harceler les gens. Donc, moi, je lance un appel au directeur de la police nationale par rapport à la DSR, afin que des mesures soient prises pour que la DSR puisse... ils font déjà un bon boulot, mais il faut qu'ils calment un peu leurs ardeurs pour que, bon, ils ne puissent pas continuer par harceler les citoyens. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la DSR. Le live devient un peu long, mais il me reste encore 2 sujets que je dois aborder. Et je voudrais maintenant aborder le sujet des mairies. Après 30 ans, sans élection municipale, je pense que c'est en 2019 qu'on a repris l'expérience de la décentralisation. Et ça a été fait dans les conditions que nous connaissons. Le pouvoir n'a pas voulu véritablement lâcher des prérogatives aux maires. Donc les maires qui ont été élus il y a 4-5 ans, ils sont dans leur dernière année, je pense. L'année prochaine, il y aura des élections municipales. Et en regardant un peu ce qui se passe dans les mairies, parce que moi au pays, j'avais pas mal d'informations après 2-3 ans de gouvernance sur... j'avais un tableau de bord sur presque toutes les mairies. Et j'avais eu à dire que la décentralisation, c'est la décentralisation de la corruption. L'élection des maires dans les communes a fait naître de petits nouveaux corrompus. Des petits Mussolini qui ont pris la tête des mairies
et qui sont devenus véritablement des corrompus. Donc, on est parti de la grande corruption à une corruption décentralisée. Et donc, normalement, l'État devait avoir un droit de regard sur la gestion qui est faite des mairies. Parce que une fois les mairies installées, ce sont des gens qui prélèvent des taxes, qui étouffent aussi les citoyens, qui amendent les gens, qui prennent l'argent, mais qui ne font rien dans les mairies. Bientôt la fin du mandat des maires, je n'en vois pas un seul qui ait essayé de créer un cadre agréable pour les populations, par exemple une place publique, un lieu agréable. Non, il n'y en a pas. Mais tous les maires que je connais, la plupart des maires que moi je connais, certains qui étaient au chômage avant de devenir maire, ils ont aujourd'hui de très grandes maisons à Lomé. C'était en ont 2. Les gens ont des terrains partout. Mais les gens, avant de devenir maire, ils étaient au chômage. Ils n'avaient même pas de voiture. Mais c'est des gens, c'est comme une course pour rattraper le temps. Donc les gens ont 2 maisons, ils ont des villas partout. Des gens se sont achetés des véhicules, pas possible. Je parle en général. Et donc, tous ces gens-là, ils ne sont soumis à aucun véritable contrôle de rigueur. Avec une rigueur plutôt. Et depuis 5 ans qu'ils sont là, je n'ai pas vu par exemple le Premier ministre, le président de la République, rencontrer les maires, engager une discussion avec les maires pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans la décentralisation, quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'on peut régler. Au Sénégal, on peut tout reprocher à Macky Sall. Il a organisé des réunions périodiques avec les maires pour échanger avec eux. Qu'est-ce que l'État central peut lâcher encore plus? Quelles sont leurs prérogatives? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au Togo, depuis 5 ans qu'il y a les maires, je n'ai jamais vu que le président de la République a rencontré les maires, le Premier ministre a rencontré les maires pour échanger avec eux, un dialogue avec les maires. Et pourtant, la majorité des maires sont même unis de leur parti politique. Jamais ils n'ont organisé une réunion pour rencontrer les maires pour discuter. Mais dans les mairies, c'est la pagaille totale. C'est une course à l'enrichissement illicite, au détriment des populations. Vous avez la mairie du Golfe 7, qui a une dette de 800 millions. Parce que dès qu'on a élu le maire là, qui n'avait même pas les compétences et tout, et il a commencé par recruter ses cousins, ses frères. Donc, il n'y avait pas une limite dans le recrutement. Les gens ont fait venir tout ce qu'ils voulaient. Ça a gonflé la masse salariale. Après, il y a eu des travaux hasardeux. Et donc, on a creusé un trou jusqu'à 800 millions. Et cette mairie est sous tutelle. Il y a quelques jours, le maire était ici en France. Il est allé dans une petite mairie et il a pris une photo tout content pour solliciter du soutien. Toi, tu fais un trou de 800 millions au pays et tu te retrouves en France dans une petite mairie pour demander un soutien. En France, si une mairie en France va te donner de l'argent, à peine 5 000 euros, au plus 10. Même pour sortir cet argent, il faut faire une réunion, plusieurs réunions du conseil municipal en France avant de te donner cet argent. Et tu dois justifier ce que tu veux en faire. Mais vous avez de l'argent à Lomé que vous gaspillez à ne rien faire. Donc c'est la première mairie très endettée. Jusqu'à présent, nous sommes au 9 du mois. Les employés de cette mairie n'ont pas reçu leur salaire. Donc ils sont sous la tutelle du Trésor qui de temps en temps leur envoie des dotations pour les charges salariales et le budget de fonctionnement. Vous avez la mairie de Aboka. Aboka, on ne le présente plus. C'est le Golfe 5 qui aussi a une dette de presque 600 millions. Il y a quelques semaines, dans le mois de mai, ils ont eu les ristournes fiscales à hauteur de 300 millions. C'est tombé dans le trou parce que maintenant, ils sont en train de payer la dette. Donc, ils avaient encore une dette de 350 quelques millions. Donc, le mois de mai, quand l'auteur leur a versé les ristournes fiscales de 300 millions, les 300 millions sont tombés en même temps dans le punch de la dette. Donc, c'est une mairie qui ne fait pas d'investissement, mais dans laquelle il y a une forte propension à la corruption. Aboka, on ne le présente plus. Tout le monde sait qu'il a fait... il était le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Tout le monde connaît tous les dégâts qu'il a eu à commettre.
C'est quelqu'un que je connais il y a très longtemps. Et j'ai été vraiment surpris de ce qu'il est devenu parce que à l'université, on avait une certaine proximité et à Didiolé aussi. Mais je ne l'ai jamais approché. Et c'est quelqu'un avec qui j'avais une forte proximité. Et c'est quelqu'un qui a souffert. Il a fait l'anglais au campus, il a énormément souffert. Donc c'est pas quelqu'un qui vient même pas d'une famille modeste. Mais aujourd'hui, lui-même, il se targue d'être milliardaire. Il y a qu'au Togo où quelqu'un gère les affaires publiques et il devient millionnaire ou milliardaire. Bon, quand on parle de milliardaire, je ne crois pas trop parce qu'au Togo, dès que quelqu'un a quelques millions, on dit qu'il est milliardaire. Il a certainement quelques millions et il en a pris énormément à la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. C'est quelqu'un qui est venu d'un milieu assez difficile. On a fait le campus ensemble. Quand je vous parle de proximité, je ne veux pas rentrer dans certains détails. Et quand je le vois faire ce qu'il fait là, parfois je me demande comment les gens arrivent à changer comme ça. Et donc, il a fait tous les dégâts à la préfecture. Après, il est devenu maire de Golfe 5. Et depuis quelques jours, bon, il a cette gestion totalement calamiteuse de la mairie. Et les maires qui sont payés à 600 000 francs par mois pour les indemnités du maire, je ne sais pas où est-ce que lui trouve l'argent, mais il roule dans une fortuna de 28 millions, 6 FAO, maison. Il a acheté une Prado de 45 millions à son enfant. Il a une Citroën qui coûte 12 millions, tout ça la 6 FAO. Pour un maire, il achète un véhicule de 45 millions à son enfant. Et son enfant roule 40 s'il vient à la mairie. Il fait le show. Un véhicule de 45 millions Prado. L'enfant est parti à Londres pour étudier. Il a envoyé l'enfant à Londres il n'y a pas très longtemps. Et il dit à ses employés, je suis là, nous sommes là, il ne se passera rien. Et voilà, il prive les employés de leur avancement, il les prive de leur rappel, et il punit ce qu'il peut punir. Il est, en fait, il est le tout-puissant. Parce qu'il a graissé les pattes de plusieurs ministres, de plusieurs officiers. Donc, il est couvert par le parapluie de l'impunité totale. Dans un pays où on demande aux gens de déclarer leurs biens et qui ne les ont jamais déclarés, dans un pays où on connaît les indemnités d'un maire, comment un maire peut rouler dans une voiture neuve achetée à 6 fois 28 millions? Il en achète 45 millions pour son enfant. Il achète une Citroën à 12 millions. Et l'État ne l'interpelle pas. Il a des fermes partout, il a des engins, il a des trucs. Mais il n'est pas industriel. Il était professeur d'anglais avant d'être appelé à la délégation spéciale. D'où vient sa fortune alors? D'où vient sa fortune? Donc, il se passe une situation assez particulière dans le Golfe 5 depuis quelques jours. De quoi s'agit-il? Vous savez que depuis que la Sotoema a fermé ses portes parce que l'État leur devait de l'argent, à l'époque, presque 2 milliards et quelques, l'État leur devait de l'argent, la collecte des ordures a été rétrocédée aux ONG, aux agences qui sont nées dans nos quartiers. La collecte des ordures, c'est une prérogative du gouvernement, de l'État. Mais l'État a dévolu ses prérogatives au ministère de l'administration territoriale qui, elle, a ses démembrements comme les préfectures. Et comme la collecte des ordures est un business qui marche bien, depuis longtemps, il y a des gens au ministère de l'administration territoriale qui ont mis la main sur ce réseau-là. C'est là où beaucoup se sont enrichis. Parce qu'à l'époque, les ordures, l'État payait les ordures par tonne. Donc les gens faisaient toutes les fraudes pas possibles.
Ils déclaraient des tonnages qu'ils n'ont jamais collectés et ils prenaient de l'argent. Ils ont créé des sociétés écrans, plein de sociétés écrans. Ils sont des fonctionnaires de l'administration territoriale, ils sont dans la mairie centrale, ils ont créé plein de sociétés écrans, ils ramassaient des millions dans la collecte des ordures. Vous savez qu'en Italie, par exemple, la collecte des ordures, c'est la mafia qui contrôle ça. Parce que les ordures, ça génère des milliards. Donc, des gens qui étaient à l'administration territoriale se sont énormément enrichis avec la collecte des ordures. Et entre-temps, il y avait un monsieur qui était ministre de la ville, ou ministre de l'urbanisme à l'époque, qui a voulu reformer un peu le secteur. Et il s'est confronté à l'opposition de ces agents du ministère, ces cadres du ministère de l'administration territoriale, ou de l'intérieur, comme on l'appelait avant. Et je pense que ce ministre devait s'appeler Akitem. C'était ministre de la ville ou de l'urbanisme, c'est un architecte. Donc ce ministre voulait mettre de l'ordre dans ce secteur-là en mettant un pont bascule. Pour que tous ceux qui ont des camions qui ramassent des ordures, des sociétés qui ramassent des ordures, et qui viennent déclarer des tonnages qu'ils n'ont jamais collectés, leur camion passe par le pont bascule. Ils se sont rapidement organisés pour faire sauter le ministre. Donc le ministre n'est pas allé au bout de son projet. Donc aujourd'hui qu'il y a eu la décentralisation, cette prérogative qui était dans les mains du ministère de l'Intérieur a été concédée et rétrocédée aux communes. Donc chaque commune organise la collecte des ordures selon sa méthode. Et il s'est fait que, avant que le nouveau maire n'arrive, ce sont les agences et les ONG qui collectaient les ordures dans les quartiers. Donc, dans la commune du Golfe 5, il y avait ces ONG-là, des jeunes qui traînent les charrettes ou les triceries qui collectent les ordures, moyennant 1500 francs par ménage, parfois 2000 francs si le ménage est important. Depuis un moment, Aboka a décidé d'évincer les jeunes au profit d'une nouvelle société. C'est son plein droit. S'il estime qu'il y a des failles dans la collecte des ordures par les jeunes, c'est son droit en tant que maire de le refaire. Sauf qu'il s'est installé un bras de fer entre lui et les jeunes. Les jeunes estimant que la nouvelle société qu'on a créée pour les remplacer dans le ramassage des ordures dans le Golfe 5 est une société écran d'Aboka. En fait, c'est Aboka qui est derrière cette société et il a mis un pantin devant. Donc, il veut leur arracher la collecte des ordures, donc les pousser au chômage, alors que certains ont pris des prêts dans les microfinances, et récupérer lui-même le business. Et ces jeunes ne sont pas d'accord. Donc, l'affaire a été portée à la justice. Je pense que c'est Aboka même qui a mené l'affaire à la justice. Et la justice a tranché en partie en faveur des jeunes. Donc, les jeunes ne continuent pas à collecter les ordures. Mais depuis 3 semaines, Aboka a sorti une décision pour interdire la collecte des ordures par les jeunes. Et que la seule société qui doit collecter les ordures dans toute la mairie de Golfe 5, c'est la société Ville Propre pour tous, qui, selon les jeunes, serait sa société. Et que lui, il a mis un pantin devant. Donc, ce bras de fer entre Aboka et les jeunes est en train de pénaliser les ménages. Parce que, comme ils sont en train de se tirailler, les jeunes ne vont plus ramasser les ordures dans certains quartiers. La société d'Aboka aussi n'est pas encore opérationnelle parce que la supposée société d'Aboka, parce qu'il aurait acheté 2 camions de ramassage d'ordures modernes pour ramasser les ordures à la place des jeunes qui, eux, le faisaient avec les tricycles. Donc, là où les jeunes ramassaient les ordures à 1500, 2000, lui veut les ramasser à 2500, 3000. Et donc, il y a aussi une réticence des ménages. Maintenant, depuis 3 semaines, comme le conflit est ouvert et que les deux entités ne travaillent pas, c'est-à-dire ni les jeunes, ni la société supposée d'Aboka, les ordures sont au domicile des citoyens. En pleine saison pluvieuse, avec toutes les inondations que nous avons actuellement, les gens vivent dans leur maison, en tout cas pas tous les quartiers, mais certains quartiers de Golfe 5 vivent dans leur maison avec les ordures à côté. Et certains se permettent de les brûler la nuit. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Où est le ministère de l'administration territoriale? Où est le ministère de la santé? Parce que les ordures qui s'accumulent dans les maisons, ça va poser un problème de santé publique.
pendant que on est en pleine saison pluvieuse avec tout ce qu'il y a comme inondation. Pourquoi il n'y a personne pour rappeler Aboka à l'ordre? Et puis lui, il veut ramasser combien? Avec tout ce qu'il a ramassé, il n'a été qu'un fonctionnaire. Mais il a des biens partout. Si on fait un audit aujourd'hui de tout son parcours, mais sa place serait en prison. Donc lui, parce que dans un an, les mairies vont renouveler les maires, les conseillers municipaux, il n'est certainement pas sûr d'être réélu, parce que pour qu'il soit réélu, il a fallu faire des combines et tout ça pour qu'il soit élu. Donc, il crée des sociétés pour amasser au maximum. Et si demain il n'est plus là, bon, il s'est assuré ses arrières. Et ça pénalise les citoyens. Ça pénalise les foyers. Ça pénalise les ménages. Les gens sont dans leur maison depuis 3 semaines avec les ordures à côté. Il faut quand même arrêter avec l'impunité. Il faut rappeler les gens à l'ordre. On sait que depuis longtemps, il y a plusieurs ministres qui mangeaient chez Aboka. Il y a plusieurs personnes qui mangeaient chez Aboka. Tous les ministres de l'Intérieur, quand il était président, les ministres de l'administration territoriale, plutôt quand il était président de la délégation spéciale, les gens bouffaient dans ses mains. Quand il était en conflit avec Melebou, et que les journaux, selon que tu sois d'un camp ou dans un autre, relaient les informations, ça virait un peu vers le tribalisme. Il y a certains, à un moment donné, ils ont fait une délégation pour aller voir leur frère au ministère de l'administration territoriale là-bas pour plaider le cas de Melebou par rapport à Aboka. Ils se sont retrouvés avec leur propre frère qui leur ont dit que Melebou en faisait trop, qu'ils n'ont qu'à dégager. Parce qu'Aboka graissait les pattes de tous ces gens-là. Donc, les ministres avaient des billets d'avion à la délégation spéciale, leurs femmes avaient des billets d'avion, ils avaient des bons de carburant, ils en distribuaient partout. Donc, il bénéficie, il jouit d'une certaine impunité dans le pays parce qu'il a alimenté beaucoup de réseaux. Donc, aujourd'hui, dans la mairie de Golfe 5, il est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Donc, il prend des décisions à l'emporte-pièce et il n'y a personne pour le rappeler à l'ordre. Il fait, mais quand... mais attends, c'est pas possible. Donc, il faut faire quelque chose pour que les ordures quittent les maisons des gens. Parce que les gens vivent avec les ordures. Les gens sont en train d'envoyer des messages de désespoir. Ils sont avec les ordures. Vous allez au collège protestant de Toti ou je ne sais pas... Toti à Kpalepedo là-bas, il y a des ordures partout. Les bonnes femmes qui vendent au bord de la route, mais les gens viennent manger à côté. Il y a des risques d'épidémie, de maladies. Mais depuis quelque temps, la société, la supposée société qu'on attribue à Aboka, la société qu'on attribue à Aboka, elle ramassait déjà une partie des ordures. Pourquoi ils veulent arracher tout aux jeunes? Pourquoi ceux qui ont déjà tout dans ce pays veulent prendre le peu qu'il reste aux jeunes? Lui, il a déjà tout. Il roule dans une Fortuna, dans une Prado, dans une Citroën. Il a les engins partout. Il a des fermes agricoles partout. Il a des terrains partout. Mais le peu qui reste aux jeunes, il veut arracher ça. Sénateur, pourquoi tu fais ça? Le surnom d'Aboka quand on était au campus, c'est sénateur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, sénateur? Pourquoi vous, qui êtes venus des milieux un peu modestes, dès que vous avez eu le pouvoir, vous écrasez les autres? Pourquoi tu fais ça? Faites très attention, hein? Parce que le système que vous servez là, vous pensez que c'est un système qui est inoxydable, hein? Le régime là peut s'écrouler à tout moment, hein? À tout moment. Le régime que vous voyez là, vous pensez qu'ils sont solides là? Ils peuvent s'effondrer. Ceux qui tiennent même le régime vont vous dire, ils peuvent s'écrouler à tout moment. Ils peuvent s'écrouler à tout moment. Donc vous ne savez pas ce que les gens vont vous faire. Tout ce que vous faites contre les gens, là, vous ne savez pas ce que les gens vont vous rendre comme la monnaie de vos pièces. Il faut savoir raison garder. Tu as déjà tout. En 20 ans, tu as eu tout dans ta vie. 20 ans, 25 ans, on était au campus. Tu as tout eu dans ta vie. Mais pourquoi vous écrasez les autres?
pour accumuler plus. Vous avez du mépris envers les gens, vous criez sur les gens, vous les menacez. Ou bien quand vous rentrez dans vos réseaux bizarres, là, c'est fini, vous changez, vous n'êtes plus humain. Il faut faire attention. Ton petit nom, c'est Agbenigan. Tant qu'on serait en vie, il peut y avoir des surprises. Hein. Il peut y avoir toutes les surprises, c'est un conseil. D'un ancien camarade d'université. Donc, voilà ce que je voulais dire sur Golf 5 concernant le sénateur. Comme je le rappelais tantôt, le surnom d'Aboka, quand on était au campus, s'appelait sénateur. Donc, c'est son nom. Donc, voilà. Donc, j'en ai fini pour le Golf 5. Maintenant, on va attaquer les inondations. C'est le dernier sujet. Je suis un peu fatigué, mais on va terminer ça vite fait. Alors, les inondations. On en a énormément parlé, on continue de parler parce qu'on est toujours en pleine saison pluvieuse. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Et les Togolais ne sont pas au bout de leur calvaire. Et quand on a lu le dernier communiqué du gouvernement qui a rejeté la responsabilité sur les citoyens et la nature, on est un peu éberlué. On a en face un gouvernement qui semble dire « je suis dépassé par les événements, je ne sais pas quoi faire » et qu'ils sont à genoux dans une chapelle en train de prier pour que la saison pluvieuse passe très vite et pour que nous, qui aimons crier dans leurs oreilles, on puisse se taire un peu. Mais ce communiqué, qui d'ailleurs n'était signé de personne, et ça aussi c'est curieux pour un gouvernement. On a un gouvernement avec un visage bien défini, même s'ils sont en pleine gestion des affaires courantes, il aurait fallu que quelqu'un, juste par respect aux populations, signe ce communiqué. Si c'est le Premier ministre qui ne veut pas signer, le ministre des Travaux publics ou le ministre de l'Assainissement ou quelqu'un peut signer le communiqué. Justement parce qu'ils savent que ce qui est dans le communiqué n'était pas vraiment... tout ce qu'on a raconté dans le communiqué n'était pas vraiment des choses qui étaient à leur place, que personne ne voulait signer le communiqué. Alors, sur la question, on a vu le dernier décompte de l'ANPC. Quand vous suivez le dernier décompte de l'ANPC, c'est tous les quartiers de Lomé qui sont inondés. Tous les quartiers, sans exception. Alors, si tous les quartiers de Lomé ont les pieds dans l'eau, comment se fait-il que le gouvernement puisse se permettre de dire que c'est parce que les populations construisent dans les zones inondables? Nous avons plein de ministres qui ont construit et qui sont dans les quartiers qui ont leurs maisons inondées. Sani Yaya vit à côté d'une retenue d'eau. Le président de la Hakia, Léo Domi, là-bas, il est dans une zone inondable, totalement une retenue d'eau à côté de lui. Quand il pleut, pour rentrer chez lui, c'est la croix et la bannière. Et Ave Maria là-bas, l'ancien ministre Charles Kondi Agba, il est dans une zone, sa maison est inondée. Il y a plein qui sont inondés. Est-ce que eux aussi, les ministres qui sont au gouvernement, ont construit dans les zones inondables? Est-ce que le marché des Djranawé qui est... parce que quand on rejette la responsabilité sur la population, parlons-en. Quand on dit que ce sont les populations qui construisent dans les zones inondables, c'est pour ça qu'elles sont inondées, parlons-en. Mais les ouvrages publics, qui les a construits? Quelles sont les études qui ont été faites avant de les construire? L'école primaire publique de Zokaleba, à Blenkom, c'est ça, non? Ou bien je me trompe? Zokaleba, c'est une école célèbre. Est-ce que l'école primaire publique de Zokaleba, ceux qui l'ont construit, ils ne sont pas responsables? Parce que c'est une école qui est inondée. Je pense même qu'aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. L'école primaire de Nyekonakwe, qui est totalement envahie par l'eau. Et ce sont les populations qui sont allées construire cette école. Le marché des Djranawé, qui a les pieds dans l'eau, tout le marché est dans l'eau. Est-ce que ce sont les populations qui sont allées construire cet ouvrage? C'est UDECTO qui a construit ça.
Le marché de Tchévier, récemment inauguré, dont les vidéos d'inondation tournent pas en boucle sur les réseaux sociaux. Ce sont les populations qui sont allées construire ça. C'est l'État. Alors, si l'État même construit des ouvrages qui se retrouvent inondés, pourquoi l'État accuse les populations de construire dans les zones inondables sans permis de construire? Il y a un ancien commissariat à Routigomé, avec même des villas de logement pour les policiers à côté. Il y a ceux qui vivent à Routigomé. Il y a un ancien commissariat quelque part là-bas à Routigomé. Avec les policiers qui étaient là-bas avant, c'était un commissariat. Aujourd'hui, vous arrivez là-bas, loin au niveau de la dalle de la maison. Il n'y a plus de commissariat, tout a déserté. Mais c'était un commissariat. Qui a construit ça? C'est l'État. Le marché de Diranaoui, qui l'a construit? C'est l'État. Le coût primaire de Côte-d'Ivoire, c'est l'État. Zokalegba, c'est l'État. Le marché de Tchévier, c'est l'État. L'hôpital Sylvanus Olympio est inondé. On a vu les vidéos entre-temps. Qui l'a construit? C'est l'État. Donc, c'est une pirouette. C'est une manière de se débiner que de dire que les gens sont dans l'eau parce qu'ils sont allés construire dans les zones inondables. Si c'est le cas, alors c'est tout Lomé qui est dans l'eau. Donc, il faut raser tout Lomé. Ça, c'est le premier argument qui ne tient pas. Le deuxième argument, le gouvernement s'en remet à la nature en disant oui, c'est le dérèglement climatique. D'accord. Il y a longtemps que le phénomène El Niño a été prévu. Il y a eu des études, il y a eu des alertes. On a un ministère de l'Environnement, on a un ministère de l'Assainissement. Il y a des études, il y a eu des débats partout sur le phénomène El Niño. Et il a été dit que la côte ouest africaine va être frappée par ce phénomène pour les prochaines années. Et ça a commencé depuis 3 ans. Et les prochaines années, ça va être encore plus dur. C'est un phénomène d'orage, de pluie. Et vous allez constater que quand il pleut maintenant, c'est accompagné de vents violents. C'est accompagné de vents violents, des vents qu'on ne voyait pas avant à Lomé. C'est le phénomène El Niño. Ça a été étudié longtemps. Il y a des rapports, il y a des spécialistes qui ont fait des débats. Pourquoi nous, l'État qui est prévoyant, n'a pas vu ça venir pour prendre les dispositions? Donc, les arguments de l'État qui consistent à dire écoutez, les gens construits dans les zones inondables, ça ne tient pas. Parce que même la présidence à Kéké-Labaye dans une zone inondable. Quand on construit l'État, la présidence de Lomé 2, la présidence de Kéké-Labaye, c'est dans une zone inondable, elle a été inondée 1 fois ou 2 fois. Je ne sais pas si vous l'avez appris. Donc, ce n'est pas un argument qui tient. Lomé, c'était une très belle ville qui avait ses propres caractéristiques, qui avait ses réalités naturelles. Il ne fallait pas désorganiser la ville. Donc, vous avez la vieille ville qui se trouve entre la mer et la lagune. C'était le premier plateau. Donc, quand il pleut, toutes les eaux de cette vieille ville-là, une partie va dans la mer, une partie va dans la lagune. Le système, c'est un système continu jusqu'à Baguida. Donc, c'était le premier plateau. Après, il y a le deuxième plateau qui est la colline du camp Hérité, qui était à l'époque une brousse. Donc, hôpital, camp Hérité, jusqu'au Serfer, tout ça, c'était une brousse. Donc, c'est le deuxième plateau. Et naturellement, ceux qui se sont installés sur ce plateau-là, les eaux devaient être canalisées vers la lagune. Donc, tous ceux qui sont Huiti, et toute cette zone, Serfer, Solidarité, et tout ça, et Kodom et tout ça, les eaux devaient être canalisées vers la lagune. Donc, ça, c'est le deuxième plateau. Après, tu as le troisième plateau qui est un peu plus loin. Agoué, Sorade, Kélégougans, Agoué, Vaposito, tout ça, toute cette zone-là, les eaux devaient être canalisées vers le bassin de Zion et Diaglé. C'était plus simple que ça. Alors, les mauvais génies, autant des Adéma, que sont les Mivédor et Barké, qui étaient à l'époque les ingénieurs qui étaient au TP, ministres et puis je ne sais pas, directeurs, ont décidé, pour un, des raisons de sécurité, et 2, des raisons d'économie, d'aller chercher des Hollandais pour assécher la lagune.
Les Hollandais, leur spécialité, c'est de gagner des terres sur l'eau. Et non d'assécher l'eau pour faire venir la terre. Donc, c'est de gagner des terres sur l'eau. Mais nous, on n'a pas un problème de manque de terre. Mais il fallait laisser la lagune et que la lagune garde son lit naturel pour évacuer l'eau. Parce que c'est un système naturel qui conduit l'eau jusque dans le lac Togo. Donc, une fois qu'on a asséché la lagune, parce qu'on ne voulait pas, on disait qu'on ne voulait pas faire de longs ponts, comme on a fait les ponts à Abidjan, comme on a fait les ponts à Cotonou. Donc, on ne voulait pas faire de grands ponts entre le premier plateau et le deuxième plateau, c'est-à-dire entre la colline qui est tout autour de lycée de Tokouin, Saint-Joseph et tout ça, et la lagune, on ne voulait pas faire de grands ponts. Donc, on a asséché la lagune pour faire des ponceaux. Donc, quand vous descendez la colline de l'hôpital, vous voyez un ponceau sous lequel l'eau peine à circuler. Quand vous descendez la colombe vers la moitié, vous avez un ponceau. Quand vous descendez, comment on appelle, Ranco, pour aller à la gendarmerie, l'ancienne gendarmerie, ou bien au rond-point de commissariat central, vous avez un ponceau. Donc du coup, l'eau a des difficultés à circuler. Donc c'est la première désorganisation même du système. Et nous payons le prix aujourd'hui en fait. Nous payons le prix aujourd'hui en fait. Donc en réalité aujourd'hui, pour régler le problème, il faut réouvrir la lagune. Il faut redonner à la lagune son chemin naturel pour canaliser l'eau jusque dans le lac. Parce que à Baguida là-bas, Maya Kopé, toutes les zones où les gens se plaignent qu'il y a les inondations, c'est le lit de la lagune. Donc quand on a séché la lagune par ici, les gens ont construit dans le lit de la lagune. Mais quand vous déviez la direction de l'eau, vous payez cash. Vous payez cash. Donc il faut réouvrir la lagune. Et ça nécessite des investissements énormes. Toute la zone de le Togo, là où on a mis cinéma, Godopé, le marché, il faut la place Banque, il faut réouvrir tout ça. Et prolonger la lagune jusqu'à sa chute. Parce que c'est un phénomène qui, depuis la Sierra Leone, qui traverse plusieurs pays, qui arrive au Togo. Il faut réouvrir la lagune. Maintenant, il y a des cuvettes ou des talvecs que les gens ont envasés par des maisons. Tout autour du campus là, dans le quartier d'Oumassissé, dans la zone de Abové, tout ça. Il y a des dénivellations là-bas, il y a des talvecs là-bas, il y a des cuvettes. Il ne fallait pas construire dedans. Les gens ont construit dedans parce que l'État était défaillant. Tout ça, ça redirige l'eau ailleurs. Vous avez la retenue d'eau de Lomé 2 qui est du campus qui ramène toutes les eaux de la caisse, qui est aussi débordée. Alors qu'on aurait pu diriger l'eau là ailleurs. Donc aujourd'hui, on va s'en sortir difficilement. On va s'en sortir difficilement parce que toutes les dénivellations, toutes les zones naturelles, les petites cuvettes qui auraient pu être protégées à Lomé, mais les gens ont construit partout avec l'État lui-même, la caution de l'État. Donc ça va être compliqué. Et donc vous avez tous ces gens-là qui ont des maisons. Vous allez à De Lyon. Il y a la maison d'un ancien Premier ministre là-bas à De Lyon. Le siège de la CNDH, c'est inondé. Est-ce qu'on va dire que le Premier ministre a construit dans une zone inondable? Il y a une maison d'un ancien Premier ministre là-bas à côté de Lyon. La maison là sert aujourd'hui de siège de la CNDH. C'est inondé toute la zone. Est-ce qu'on peut estimer, on peut accuser cet ancien Premier ministre d'avoir construit dans une zone inondable? Non. Donc le problème est ailleurs. Donc il revient à l'État de prendre ses responsabilités et de soulager les peines des citoyens. Parce que quand les gens sont débordés à Lomé, il n'y a pas de gymnase, il n'y a rien, il n'y a pas de lieu où on peut recaser les gens, ne serait-ce que provisoirement. Il y a un centre qu'on a créé à Goignivé vers le camp GP, mais c'est le camp GP pour recueillir les sinistrés, mais c'est des chambrettes qu'on a construites. Mais si moi je suis inondé à Baguida et à Pogan, on va m'amener jusqu'à camp GP dans des chambrettes? Non, bien évidemment. Quand les sapeurs-pompiers viennent, ils veulent déplacer les gens refusent. Normalement, l'État doit concéder des prérogatives aux maires et que dans chaque mairie, on construise des écoles avec des centres culturels, des gymnases, et quand il y a inondation, c'est dans ces endroits-là qu'on abrite les gens provisoirement. C'est ce qui se passe dans tous les pays civilisés. Qu'on donne les
moyen aux maires de construire des gymnases dans les quartiers, des centres culturels, des lieux de danse pour les jeux, les enfants. Comme ça, quand il y a des problèmes, on loge les gens là-bas provisoirement. Parce que dans ces centres, ces gymnases, il y a des toilettes, il y a des endroits, on peut dérouler des couchettes, des lits provisoires pour que les gens dorment. Le temps qu'on règle le problème d'eau dans leur maison. Donc, si moi je suis inondé à Kogan, on va aller me chercher pour que j'aille habiter une chambrette insalubre au camp GP à Gouin. Non, je vais refuser. Donc, du coup, les gens sont dans leur maison, les pieds dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour abriter les sinistrés. Il n'y a pas d'infrastructure pour abriter les sinistrés. Donc, je pense qu'il y a un travail énorme à faire. Souvent, on dit oui, on critique, mais quand nous critiquons, on sort aussi des propositions. Depuis 5 ans que nous sommes confrontés à ces inondations qui sont d'une ampleur, pourquoi le gouvernement ne convoque pas les états généraux du secteur? Depuis 5 ans qu'on a les inondations, pourquoi le gouvernement ne convoque pas les états généraux de toutes les compétences dans le secteur pour discuter des solutions à long terme? On a les ingénieurs, on a les universitaires qui maîtrisent le problème, on a des architectes, on a des urbanistes, on peut faire venir des intelligences de l'extérieur, des experts. On peut convoquer les états généraux, ne serait-ce que 3-4 jours pour débattre de la question des inondations à Lomé et sortir des recommandations, aller trouver des moyens. Pourquoi le gouvernement ne fait pas ça? Chaque année, on se contente de communiquer. On dit, ah, c'est pas moi, c'est la nature. Bon, débrouillez-vous. Vous savez pourquoi ils font ça, ces gens de communiquer, ils s'en lavent les mains? Parce que dans tous les pays organisés, où les citoyens ont des maisons sécurisées, assurées plutôt, où les citoyens ont des maisons assurées, quand il y a inondation, quand il y a des catastrophes naturelles, le préfet du département est obligé de prendre un décret pour consacrer la catastrophe. Cela oblige les assurances à payer ceux qui ont assuré leur maison. Donc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou dans des pays en Occident, quand il y a une catastrophe naturelle et qu'on prend un décret pour consacrer la catastrophe naturelle, les propriétaires des maisons sont tranquilles parce qu'ils savent que l'assurance va payer. Mais au Togo, les individus eux-mêmes ne sont pas encore assurés, personne n'assure les maisons. Mais il y a quelques institutions qui assurent leurs immeubles. Attention. Il y a quelques institutions qui assurent leurs immeubles. Donc, si ces immeubles se retrouvent dans ce genre de situation, l'État est obligé de faire la constatation. Donc, se communiquer, c'est aussi une manière de s'en laver les mains pour dire, bon, nous n'avons aucune responsabilité, donc débrouillez-vous, c'est vous qui êtes allé construire dans les zones inondables, c'est la nature, voilà, on en est pour rien. Donc, tant qu'on n'aura pas fait les états généraux, par exemple, de ce secteur-là, pour convoquer toutes les intelligences du pays, les ingénieurs, les ingénieurs des travaux publics, les experts, l'ordre des architectes, l'ordre des géomètres, pour poser le vrai problème de la ville de Lomé et sa banlieue, pour savoir comment on va le régler définitivement. Chaque année, on aura les mêmes inondations et on ira de mal en pis. Soyez convaincus, on ira de mal en pis. Parce que le phénomène El Niño a été déjà annoncé. Chaque année, on sera frappé. On sera frappé. Donc, il revient aux dirigeants de prendre le problème à bras le corps. Vous comprenez pourquoi je dis que nous devons être exigeants avec nos dirigeants. On n'a pas mis les gens à la tête du pays. Bon, ils se sont mis eux-mêmes, mais ils ne sont pas à la tête du pays. On les entretient pour qu'ils restent là-bas sans travailler. Les citoyens doivent être exigeants et demander des comptes aux dirigeants. Mais vous êtes là pour travailler. Vous n'êtes pas là seulement pour apparaître dans les grandes conférences, pour marcher sur le tapis rouge, pour faire des dîners de gala. Vous êtes là pour travailler pour le bien des citoyens. Donc, autant que nous sommes victimes de leur laxisme, de leur incompétence, de leur manque de vision. Et donc, nous devons leur demander des comptes. Donc, si nous ne faisons rien, chaque année, nous serons dans l'inondation. Et donc, les quartiers qui n'étaient pas inondés hier sont inondés aujourd'hui. Et ça va continuer. Parce qu'on ne veut pas régler le problème en profondeur. Allons au Bénin. Quand vous êtes dans une classe et qu'il y a quelqu'un de plus intelligent que l'autre,
Il faut apprendre auprès de lui. Allons au Bénin pour voir comment Talon est en train de régler le problème. Et copions, même si on peut copier honteusement, copions un peu de ce qui se fait bien là-bas pour venir régler le problème à Lomé. Talon, à Cotonou, est en train de mettre les moyens, je l'ai dit plusieurs fois, même pour rendre la ville de Cotonou agréable. Puisque les gens, comme dans tout le pays en Afrique, les gens ont vendangé les réserves administratives, il n'y a pas de carte de vie, il n'y a pas de lieu de sport, il n'y a pas des parcs dans la ville. Talon est en train même d'acheter des maisons. Il peut dire, ce carré, je l'achète. Il y a 4 ou 5 maisons, même si ça coûte 1 milliard, il achète, il crée des espaces verts. Pour permettre aux gens, quand ils sortent de leur maison, d'avoir des lieux de repos. Il achète des maisons dans des quartiers. Il achète un ensemble de maisons. Imaginez qu'on vient vous dire, dans un quartier à Doumassé là-bas, on met 4 maisons ensemble, on dit on veut l'acheter à 1 milliard. Les gens vendent rapidement pour aller acheter quelque chose à Zanguera, à Djagbalé, tout ça. Et donc, on récupère ces espaces-là, on les transforme en des places publiques, à des jardins, pour le bonheur de la population. Donc, les retenues d'eau à Lomé, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Parce que les retenues d'eau, c'est aussi une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que Lomé, c'est déjà une ville engorgée d'eau. Le sous-sol de Lomé, il y a de l'eau partout. Vous avez certainement fait l'expérience. Il suffit de creuser un peu, vous avez l'eau. La région maritime, c'est la région qui a plus de l'eau dans sa nappe phréatique au Togo. La carte le dit. Et donc, plus vous creusez, mais plus vous faites monter l'eau du sol. Vous avez beau dire, ouais, on va mettre le ciment en bas, le béton, mais l'eau va s'infiltrer. C'est qu'on ne fait plus, l'eau va monter. Donc, les spécialistes qui sont là-bas, vont vous dire que la solution, ce n'est pas le retenue d'eau. Vous creusez, plus vous allez en profondeur, plus vous faites monter l'eau en attendant la pluie. La solution, c'est les égouts. C'est des grands canaux de drainage de l'eau. Que ce soit souterrain ou ouvert. C'est ça qu'il faut. Après, récupérer quelques endroits où les gens ne doivent pas construire. En faire des lieux, des jardins publics, planter des arbres, récupérer des endroits. Donc voilà, chers compatriotes, ce que j'ai tenu à partager avec vous ce dimanche. J'ai été quand même un peu long. Je sais qu'il y a eu quelques questions qui sont en attente. Je vais regarder si je peux répondre à certaines questions. Je les réponds. Il y a des gens qui disent pourquoi je ne non, j'aborde les sujets tels qu'ils me parviennent, hein, et donc ne vous inquiétez pas, à chaque fois que j'aurai de bons sujets, j'en parlerai. Tout ça, c'est pour que la gouvernance dans notre pays soit améliorée pour le soulagement des populations. On le fait pour tout le monde. Moi, je suis là, je reçois énormément de messages des compatriotes de tout le pays, d'Apao, Mango, Kwenja, Djarbanga, tout ça. Les gens n'expriment que des préoccupations. Et c'est là où vous voyez, en recevant ces messages, vous mesurez le niveau de détresse des Togolais. Tous les messages que les gens vous envoient, même dans les zones où le parti au pouvoir dit avoir gagné haut les mains, il n'y a que des préoccupations. Donc vous sentez le niveau de détresse des Togolais. Et moi j'ai la cartographie. J'ai des éléments de sondage qui me permettent de savoir que les Togolais sont désespérés. Donc ceux qui dirigent le Togo, qui font le petit malin dans leur bureau, ils ne savent pas ce qui va se passer. Parce qu'ils n'ont même plus de solution au problème. Les gens sont à bout. Sur l'ensemble du territoire. Que ce soit Kara, Bassa, Guérékouka, Sokone, partout il y a des problèmes. Les gens vous appellent, vous interpellent et vous envoient des préoccupations. Lomé n'en parle pas. Les gens sont à bout. Donc, il y a, je ne sais même pas comment dire, il y a une césure entre les citoyens et les gouvernants. Les gouvernants se retrouvent dans une bulle. Les gouvernants se retrouvent dans une bulle. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le pays. Tant qu'ils sont dans leur quartier UP là, à la caisse, à la cité du Millénium, et qu'ils prennent l'avion, ils vont, ils viennent, ils sont tranquilles. Ils ne savent pas ce qui se passe au fin fond du Togo. Parce qu'ils ne descendent pas dans la boue. Les gens n'ont même pas de quoi manger.
À Lomé, dans plusieurs quartiers là-bas, la TDE n'arrive même pas à donner de l'eau aux citoyens. Mais les gens payent les factures chaque fin du mois. Les robinets sont vides, mais on amène les factures. Les gens sont à bout. Ils ne savent pas ce que les gens pensent. Mais il y a une colère qui monte dans le pays. Pour le moment, bon, on se bat pour sécuriser le fauteuil présidentiel, mais vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous voyez comment, quand un barrage veut rompre là, le barrage arrive à un moment donné, il doit céder là. Il y a des fissures là. Quand l'eau sort, vous voyez la pression, la force de l'eau. Il faut faire très attention. Et surtout faire très attention à un peuple qui encaisse, qui ne dit rien. Parce que le jour où le bouchon va sauter là, je continue de vous le dire, vous n'aurez même pas le temps de fuir. Et donc, c'est le sentiment qui anime les Togolais sur l'ensemble du territoire. Les gens sont à bout. Les gens n'ont pas de quoi manger. Les gens ont des difficultés à joindre les deux bouts. Les gens n'ont pas de boulot. La situation est difficile partout. Mais vous êtes tranquille, vous pensez que vous dirigez un pays où les gens sont soumis, non? Donc, moi, je vais continuer par relayer. Tant qu'on relaie, si ça peut permettre à des dirigeants, bon, c'est eux qui sont là, je l'ai toujours dit, tant qu'ils sont là, il faut les amener à travailler. Et donc, voilà, parce que ils sont là pour travailler, ils sont payés pour travailler. On ne va pas les laisser là, tranquilles, à ne rien faire. Donc, voilà ce que je voulais partager ce dimanche avec vous. Et je tiens à dire merci à tous ceux qui sont restés en ligne pendant ces 2 heures de temps, peut-être un peu plus, pour suivre ce direct. Et aujourd'hui, il y avait tellement de sujets. Moi-même, je suis un peu fatigué, mais je pense que en faisant ce genre d'exercice, en remontant toutes ces informations qu'on reçoit, les petites enquêtes que nous faisons derrière, ces directs participent aussi à soulager les populations parce que les gens savent qu'il y a des voix qui portent leurs revendications. Maintenant, aux dirigeants de décider de se mouiller ou de ne pas se mouiller. Ils veulent travailler, ils travaillent, ils ne veulent pas travailler. Bon, un jour, voilà, un jour peut-être les gens décideront de mettre fin à tout ça. Donc, moi j'estime que voilà quoi, j'estime que il faut porter la voix de ceux qui n'ont pas les moyens de parler. Et souvent quand je fais les directs, il y a des gens qui font des commentaires parfois désobligeants, qui disent ouais, pourquoi Ferdinand a dit ça, il aurait dit ça depuis, pourquoi il a dit ci, pourquoi il n'a pas dit ça tôt, ce qu'il dit là on le sait déjà. Écoutez les gars, aujourd'hui avec les réseaux sociaux la parole est libre, hein. Si vous avez vous-même une information, vous pouvez parler. Moi je dis ce que je sais. Si vous le savez depuis et que vous ne l'avez pas dit, c'est votre problème. Moi je le sais. Si je le sais, c'est moi qui juge quand est-ce que je dois le dire. Vous ne savez pas pourquoi je le dis maintenant, pourquoi je ne l'ai pas dit hier, pourquoi. Donc si vous le savez, allumez votre caméra. Hein, la manière dont vous faites les audios sur les réseaux sociaux, dites ce que vous savez et assumez. Moi, c'est ce que je peux faire, c'est ce que je fais. Ce que je peux faire, c'est ce que je fais. Avec mes qualités et mes défauts. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, j'ai pas mal de défauts, mais j'essaie de faire quelque chose. C'est aussi ma manière d'apporter ma contribution. Maintenant, les réseaux sociaux sont là. Si quelqu'un aussi veut... L'essentiel, c'est que nous tous, nous travaillons à relever ce pays. Donc, moi, je fais ma part. Ceux qui sont là, à trouver les poux sur les têtes rasées, là, à raconter des conneries dans les audios, tout ça là, rien à foutre. Rien à foutre. Je ne sais même pas que vous existez. Rien à foutre. Moi, je fais ma part. C'est parce que nous, on aime le Togo qu'on le fait. J'aurais pu ne pas le faire. J'aurais pu ne pas prendre énormément de risques. J'aurais pu ne pas le faire. J'aurais pu m'occuper aussi, comme tous les autres, être sous l'arbre quelque part, en train de boire une bière, de manger des brochettes, être tranquille. Je peux le faire ça aussi. Mais j'estime que le Togo, c'est notre pays. Et qu'on n'a qu'un seul pays. Et que si notre pays ne va pas bien, c'est que nous aussi, nous n'allons pas bien. Et que le Togo, c'est la seule fierté qui nous reste. Et quand on parle mal du Togo quelque part, parce qu'il n'y a pas d'une bonne gouvernance, il y a la corruption, ça doit nous toucher tous, Togolais.
Donc c'est ce travail-là que certains comme nous, on essaie de faire. Avec tous les risques, avec tous les colibés qu'on reçoit, toutes les insultes, tous ceux qui se cachent derrière les faux profils qui viennent nous insulter parce que, bon, on critique leur champion. Donc si quelqu'un sait qu'il a des secrets, il peut aussi le dire. Il n'est pas dit qu'au Togo, c'est ce seul Ferdinand qui puisse parler. Non. Donc, des gens peuvent aussi ouvrir leur micro et dire ce qu'ils savent du pays. Et chacun assume ses responsabilités. Donc, ce que moi je sais, c'est ce que je fais. Ce que je sais, c'est ce que je dis. Et je le dirai tant que j'aurai du souffle. Parce que c'est pour notre pays. Et ça concerne tous les Togolais. Donc, voilà